Marseille, la presque plus vieille ville de France, est un joyau historique à l'intersection de l'Antiquité et la modernité, de l'Occident et de l'Orient. Mais ma ville natale a également l'accablant record d'être la deuxième agglomération la plus polluée de France et la seconde plus embouteillée d'Europe. Et la principale responsable est l'automobile. Elle pèse en moyenne 1 tonne 200 kg, ne transporte que 1,06 passagers, est responsable de 16% des émissions de gaz à effet de serre en France et presque un tiers de l'Union européenne. Et il semblerait que nous ayons collectivement décidé que la meilleure alternative à la voiture thermique soit... Non... Non plus... Toujours pas... Oh l'encul! Les véhicules électriques sont l'exemple typique d'une fausse solution technologique à un problème engendré par la technologie elle-même. Il faut une voiture pour faire le trajet maison-travail, mais ma maison ne peut être loin du travail que parce que je possède une voiture. Et ce n'est même pas une bonne solution. Non seulement les villes resteront des enfers embouteillés pavés de parking, mais nous continuerons à extraire sans relâche des ressources du sous-sol pour que nous ayons tous notre véhicule personnel. Pourquoi ne pas imiter le Danemark qui assurait la mobilité urbaine à vélo? Pourquoi ne pas démocratiser le télétravail pour ceux qui le peuvent? Pourquoi avoir entassé les gens en dehors des villes et concentrer les entreprises dans les villes? Pourquoi ne pas avoir simplement mélangé les deux? Et il faudrait aussi sensiblement accroître la production d'électricité, car il y a 37 millions de véhicules en France. Et d'où viendra cette électricité du futur? La fusion nucléaire. La fusion nucléaire. La fusion nucléaire. Ok, mais le futur, c'est quand? Les estimations les plus optimistes n'envisagent pas d'utiliser la fusion pour la production d'électricité avant 2100, soit 3 générations. En attendant, c'est l'équivalent de 55 milliards de tonnes de CO2 qui sont libérées dans l'atmosphère chaque année. On ne sait pas maîtriser la fusion nucléaire, mais on ne doute pas pouvoir le faire dans le futur. On sait aussi qu'on recyclera mieux les batteries, que les éoliennes seront plus performantes, et qu'Elisabeth Borne renoncera au 49.3. Cette idée que la science et la technologie résoudront tous nos problèmes, même ceux qu'ils ont eux-mêmes contribué à créer, s'appelle le technosolutionnisme. Cela revient à ignorer la réalité d'aujourd'hui, et plutôt que s'attaquer aux racines du problème, on se contente d'espérer que les idiots de demain s'en sortiront mieux. Bonne chance les cons! Plutôt que de moins polluer, on préfère relâcher du sulfure dans l'atmosphère, et on verra bien si ça marche. Et si votre vie amoureuse ressemble à ceci... N'ayez crainte, Tinder a remplacé les églises, les amis et la famille. Nous prenons ainsi de gros paris sur l'avenir, misant sur des technologies dont nous ne savons pas si elles fonctionnent, sans se soucier de savoir si elles sont au moins aussi efficaces que les traditions, institutions et organisations qu'elles remplacent. Cette fuite en avant, ces prières destinées à s'attirer les faveurs du dieu du progrès, s'enracinent dans notre refus de traiter les problèmes nous-mêmes, de conserver notre mode de vie délirant et notre confort, quitte à laisser nos enfants et petits-enfants payer le prix. Vous avez sûrement entendu parler du chat de Schrödinger. Il s'agit d'une métaphore utilisée pour expliquer l'influence de l'observateur sur la mesure. Imaginez qu'une particule puisse être dans plusieurs états simultanément. En l'observant, vous la forcez à choisir l'un des états possibles. Un peu comme si votre chat était à la fois vivant et mort, et qu'il suffisait que vous le regardiez pour qu'il devienne soit vivant, soit mort. Cela n'a pas de sens? C'est bien l'avis de Schrödinger, qui avait imaginé cette métaphore pour ridiculiser notre interprétation de la physique quantique. Tout comme Einstein, il considérait qu'elle était à côté de la plaque, et qu'il fallait tout cramer et reprendre à zéro. Ce à quoi les partisans de la physique quantique ont très pertinemment répondu « Tais-toi et calcule ». Fort heureusement, la science n'a pas à être juste pour fonctionner. On peut parfaitement avoir des modèles qui fonctionnent tout en étant complètement à côté de la plaque. Dans le modèle de Ptolémée, la Terre est au centre de l'univers, le Soleil tourne autour d'elle, et les planètes font marche arrière sur leur orbite. Cela nous paraît aujourd'hui totalement absurde, mais ce modèle a guidé les marins et prédit les éclipses pendant 1400 ans. De même, jusqu'à Einstein, les scientifiques croyaient que l'éther remplissait tout l'univers, expliquant pourquoi la vitesse de la lumière était finie. Sauf que l'éther n'existe pas. Plus récemment, 3 théories scientifiques tentent de réconcilier la physique quantique et la relativité. La supergravité, la théorie des cordes et la théorie des brane. Or, toutes semblent ne décrire que des cas particuliers, et n'être qu'un aspect d'une théorie encore plus fondamentale. Mais comment être sûr que cette théorie fondamentale existe réellement? Si l'énergie du vide est un minimum local, alors l'univers est instable et finira inévitablement par évoluer vers un niveau d'énergie inférieur, avec un changement des lois et des constantes physiques. Et pourquoi les lois physiques seraient-elles stables dans le temps? Plusieurs théories imaginent une vitesse de la lumière variable ou une constante gravitationnelle changeante.
Paul Dirac avait remarqué que la valeur de plusieurs constantes, dont la constante gravitationnelle, semble être directement corrélée à l'âge de l'univers. En réalité, la science n'est pas la réalité. Il s'agit juste d'un ensemble de modèles mathématiques plus ou moins arbitraires. La science décrit, mais elle n'explique pas. Et il est fort probable que la réalité nous soit à jamais inaccessible. Et cette ignorance de la nature du monde concerne même ce que nous pensons être parfaitement évident. Vous pensez que le temps est réel? À la lumière de la relativité générale, nous considérons aujourd'hui qu'il n'est qu'une des 4 dimensions de l'univers. Et de la même façon qu'un couloir ne cesse pas d'exister derrière vous, hier n'a pas cessé d'exister, mais est aussi réel qu'aujourd'hui. Et tout comme le couloir ne se crée pas sous vos pas, mais existait avant, demain existe déjà. Votre vous enfant et votre vous âgé sont aussi réels que votre vous d'aujourd'hui. Vous n'êtes qu'un instantané, un arrêt sur image d'un objet existant simultanément dans 4 dimensions. Vous. Le temps n'est alors qu'une simple illusion. Ou peut-être pas, la nature du temps était encore l'objet de débats parmi les physiciens et les philosophes. Nous n'en avons aucune putain d'idée. La physique fait l'hypothèse de la continuité. Elle renseigne sur les propriétés d'un objet en chaque point de l'espace et à chaque moment du temps. Mais en vrai, il n'est pas possible d'observer un objet en chaque point de l'espace et à chaque moment du temps. Si ceux-ci sont réellement continus, alors il y a une infinité de points entre 2 positions de l'espace, de la même façon qu'il y a une infinité de nombres entre 1 et 2, et il y a une infinité de moments entre aujourd'hui et demain. Comment alors être sûr, entre 2 mesures, que nous étudions un même objet? S'il n'est pas possible d'observer un objet en chaque point du temps, alors comment affirmer avec certitude que son état actuel dépend bien de l'état précédent, et pas de phénomènes que nous n'avons pas vus? Nous n'avons que des degrés variables de confiance en nos modèles, mais aucune certitude, et nous ne serons probablement jamais sûrs de quoi que ce soit. Et pourtant, nous nous sommes crus au-dessus de la nature, capables de la dominer. Le 21e siècle est le siècle du rêve prométhéen de la domination de l'homme sur le monde. Mais qu'est-ce qui légitime cette domination? Notre technologie? Nos connaissances scientifiques? Nous ne savons même pas ce qu'est le temps, et notre science se contredit elle-même. Alors certes, nous avons la capacité d'atomiser les kangourous et de bétonner l'Amazonie, mais c'est une domination primitive et mal éclairée. L'homme est l'aboutissement de 14 milliards d'années d'évolution cosmique, l'émergence de la conscience de l'univers. Nous avons la responsabilité de toute la vie sur Terre, et c'est aussi nous qui avons la responsabilité de découvrir les lois du cosmos et la raison de la création. La démesure anthropocentrique du 21e siècle est la condamnation de ce qui fait de l'homme la plus belle des choses. Nous ne sommes pas autonomes face à l'univers, nous ne sommes pas capables d'exister en dehors de lui. Ce qui fait la beauté de l'humanité, c'est la place centrale que nous pouvons y occuper, notre capacité à l'agencer de façon harmonieuse, de lui sublimer par l'art, la connaissance et la sagesse. La crise écologique, les crises sociales traversées par nos démocraties, les inégalités, tout cela est le résultat d'une crise existentielle de la modernité. En nous mettant nous-mêmes au centre du monde, nous subordonnons le reste de l'univers à nos caprices et la valeur de toute autre chose devient relative. La technologie et la science ne sont pas des solutions à des problématiques humaines. Ce n'est pas le manque de technologie qui a engendré le réchauffement climatique. Ce n'est pas un manque de science qui a augmenté la solitude chez les jeunes. C'est la folie de l'homme qui a cru comprendre et pouvoir s'élever au-dessus de l'univers qui lui a donné naissance. Les problèmes humains ne seront pas résolus avec de l'hydrogène, des voitures électriques ou des réseaux sociaux alternatifs. Il nous faut retrouver l'humilité de l'ignorance. Nous ne comprenons pas le monde. La science n'est pas un corpus de vérité absolue et inaltérable. C'est tout au plus une méthode qui nous permet de prédire des événements de façon plus ou moins fiable, sans pour autant réellement en comprendre la nature sous-jacente. Pour régler les problèmes humains, il nous faudrait apprendre à aimer les autres, à s'aimer soi-même et aimer le monde. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde.